Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Geffroy, docteure en histoire, pour un échange fascinant sur un sujet peu connu mais captivant, la mémoire des murs. Imaginez un instant que les lieux où nous vivons puissent conserver les énergies, émotions et événements passés, devenant ainsi des témoins silencieux de l'histoire. Comment est-il possible que nos maisons enregistrent ces mémoires et en quoi cela peut-il influencer notre vie quotidienne ? Véronique va nous expliquer la différence entre la mémoire des murs et les maisons hantées, et nous parlera de ses expériences personnelles, notamment au château de Fougeray, un lieu chargé d'une mémoire particulièrement violente, où des phénomènes inexplicables comme des bruits de boulets ou la présence d'une petite fille décédée se manifestent. Nous verrons également comment choisir et purifier une habitation pour se protéger de ces énergies. You're welcome. Un échange riche et surprenant que je vous invite à écouter dès à présent. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Petit point en plus, j'avais initialement enregistré cette interview en mars 2024, ça commence à faire un bout de temps. Malheureusement, les 3/4 de cet échange intéressant ont été effacés par un bug de l'application de podcast que j'utilisais. Grande frustration pour ma part. J'ai donc réenregistré la suite 8 mois plus tard avec une autre application, mais qui ne fonctionnait elle non plus pas bien et qui n'a pas enregistré la vidéo. Heureusement, j'ai eu l'audio, mais c'est pour cette raison que vous avez au début de la vidéo, puis que de l'audio. Voilà, désolé pour le petit désagrément. En même temps, je suis pas sûre que vous regardez nos petites têtes qui parlent. L'important, c'est l'audio. Voilà, bonne écoute. Bonjour Véronique et bienvenue dans le podcast Horizon. Bonjour Léna, merci de me recevoir. Eh ben ouais, je suis très contente. Alors comme tu vois, je suis enfermée entre 4 murs, c'est-à-dire un placard. Mais fort heureusement, il y a des bonnes énergies là-dedans. Pour autant, c'est vrai que c'est un sujet, la mémoire des murs, ce dont on va parler aujourd'hui, qui n'est pas connu de tout le monde. Qu'appelle-t-on mémoire des murs ? Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît pour qu'on commence sur les bonnes bases ? En fait, la mémoire des murs, ce sont nos émotions, alors, positives ou négatives, c'est tout ce qu'on a vécu qui s'imprimerait, moi je mets ça au conditionnel, mais qui s'imprimerait dans les murs, qui donne en fait le ton, parce que nous on dépose ça inconsciemment sur les murs, mais ça donne le ton, l'ambiance de certaines habitations. Et c'est comme après, c'est engrammé dans les murs et c'est comme une bande sonore qui se rejouerait et qui pourrait influencer les vies des habitants, même si ça change de famille, etc. Donc la mémoire des murs, c'est quelque chose qui peut être répétitif. Alors quand c'est positif, c'est bien, quand c'est négatif, c'est plus embêtant. Et voilà, c'est ça la mémoire des murs. Mais c'est quelque chose d'inconscient, on ne le fait pas exprès par contre, hein. Ouais. Et alors pour les plus sceptiques d'entre nous, mais aussi ceux qui sont naturellement intéressés, comment c'est possible que des murs enregistrent des énergies, des émotions, des événements ? Alors en fait, comment c'est possible, comment ça se fait? Personne n'en sait rien. En fait, c'est quelque chose d'empirique dans le sens où on constate qu'il y a des maisons où les choses se répètent. On constate qu'il y a des maisons, par exemple, à maladie, des maisons à divorce, des maisons où les choses se répètent comme ça, sur des gens complètement différents, hein, après emménagement, les choses se répètent. Et on peut pas savoir vraiment pourquoi, en fait. C'est en regardant le passé, on se dit, tiens, c'est déjà arrivé aux anciens, et puis encore, etc. Bon. Après, comment ça se produit, comment ça se fait, on parle vraiment là de choses, si tu veux, c'est compliqué au niveau physique, au niveau chimique, on peut pas dire, voilà, alors, bon, au niveau chimique, si les émotions s'expliquent, mais on peut pas dire, voilà, mes murs enregistrés, mes joies, mes peines, c'est compliqué de savoir comment ça va se produire. Mais en tout cas, ça crée en fait des identités de maisons particulières avec justement des choses répétitives. Voilà. Hmm. Il me semble que dans ton livre, tu dis que les maisons sont comme des caisses de résonance de nos mémoires, de nos vies. C'est pas mal pour expliquer la chose. En fait, c'est comme, si tu veux, comment t'expliquer, tu vois, métaphoriquement, si tu veux, pour que les gens comprennent, c'est comme si, par exemple, on vivait, pardon, une famille
Elle vit alors des choses bien, des choses mal forcément. Alors tout ne va pas être enregistré, hein. C'est quand même quand on est à des points d'orgue d'événements, des événements vraiment qui nous marquent. Mais je veux dire, si on vivait dans un énorme tambour et que ce tambour, bah, ça fait vibrer les parois et tout le temps, et les autres personnes qui vont venir y vivre, eh ben, ils vont ressentir justement cette vibration des parois. Alors, au-delà de la mémoire des murs, en fait, je me suis rendu compte dans mon livre aussi que euh, on n'arrive pas dans une maison par hasard, on ne revit pas une mémoire par hasard. Souvent, c'est lié en fait en psychogénéalogie, en transgénérationnel, c'est lié à notre histoire parce que c'est différentes mémoires qui vibraient à l'unisson en fait. Donc, bah, je sais pas, par exemple, j'explique j'ai plein d'exemples, mais par exemple, il y a une jeune femme qui arrive dans le Lot qui va vivre un truc assez étonnant parce elle visite une vieille maison. Elle apprend que cette maison appartient à sa famille, à trois ou quatre générations du côté des femmes, qui a eu des problèmes du côté de ces femmes avec des viols, des incestes, des choses un peu vraiment glauques. Et Mm. elle comprend pas pourquoi, mais elle pouvait pas avoir d'enfant. Et de conscientiser tout ça, en fait, quelque part, les murs l'ont aidé, de conscientiser tout ça, elle a réussi à avoir un enfant après. Enfin, je veux dire, voilà, les murs, c'est vraiment une caisse de résonance de nos vies, mais il y a aussi le transgénérationnel, il y a notre histoire. Et tout ça s'imbrique à un moment donné. C'est pour ça que les lieux dans lesquels on vit, il faut faire attention à tout. Au passé du lieu, si on peut, hein, parce qu'évidemment, on peut pas toujours tout savoir sur l'histoire de sa maison, mais surtout, bon, je veux dire, des fois, on fait un an, 2 ans, surtout quand on est étudiant, dans un studio, par exemple. Donc voilà. Mais je veux dire, il faut faire attention au passé de sa maison, il faut faire attention au nom de la rue, au nom du hameau dans lequel on vit. Tout ça, ça peut résonner avec nous. Et voilà, on a quelque chose à y faire et souvent on a quelque chose à régler ou à comprendre. C'est ce que moi j'ai constaté dans mes différentes enquêtes, voilà. Oui, on attire un peu ce qu'on aimait, encore une fois, hein. Mais complètement, absolument. Mm. C'est fou hein, que ce soit donc en bien ou en mal, comme tu l'as dit, mais Ah il y a des oui. choses à travailler, effectivement, donc soyons conscients par rapport à tout ça, pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu des cycles répétitifs ou pas, ou de Mm. l'ambiance, est-ce que quelque chose a changé. On en parlera hein, de tout ça de toute façon tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai l'impression qu'il y a que certaines personnes qui confondent un petit peu, tu sais, c'est ce terme hein, de la mémoire des murs, et puis des maisons hantées, j'ai l'impression. Ça peut Ah être non, c'est lié, pas mais c'est qu'une quand même pas la même chose. Non, c'est très différent et c'est pas qu'une impression. C'est vrai que les gens confondent. Alors en fait, bon, une maison à mémoire, c'est une maison dans laquelle les gens ont déposé une énergie inconsciente euh, qui va donner une espèce de conscience à la maison, en tout cas une ambiance à la maison. Et une maison hantée, ça n'a rien à voir. Une maison hantée, c'est une maison dans laquelle des gens sont décédés et des êtres désincarnés vivraient encore, en fait, parce qu'ils veulent pas quitter leurs anciens lieux. Bon, c'est assez courant également. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas obligé. On peut avoir une maison avec des mémoires fortes sans qu'elle soit hantée, et on peut avoir une maison Mm. hantée. Bon, en général, les maisons hantées, elles ont des mémoires fortes, mais je veux dire, on peut avoir une maison hantée où la mémoire joue moins que les phénomènes de hantise. Et le combo gagnant, c'est quand on a les deux. Mais ça, c'est possible, bien sûr. On peut avoir les deux. En général, de toute façon, une maison à forte mémoire, c'est vrai que c'est pareil, c'est une maison qui est aussi accrochée à des événements passés, etc. Mais les maisons hantées ont également souvent une mémoire. Enfin, tout ça, c'est vibratoire, ça s'enclenche. Mais dans les maisons neuves, par exemple, on peut avoir des soucis de mémoire par rapport à un chantier que c'est plus ou moins bien passé, pardon, à des mémoires de matériaux, etc. Mais elle est pas hantée, la maison neuve. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que souvent on se dit, oh bah moi j'habite dans du neuf, c'est bon, que nenni. Non, Peut-être non, que qu'effectivement il y nenni. aura moins d'histoires horribles, etc. Mais effectivement, toute charge émotionnelle est enregistrée dans les matériaux, comme tu dis, ça va loin hein, là-dessus. Donc dans tous les cas, ouais, ça, et même, il me semble que tu expliques que s'il n'y a plus de maison, si ça a été rasé par exemple, ça n'empêche pas que la mémoire est toujours là. Même si on pousse un parc ou on refait notre maison derrière, il y a encore cette mémoire qui est là, si elle a été forte, si elle n'a pas été travaillée, etc. ou nettoyée.
Ah mais bien sûr, raser un bâtiment ne veut pas dire anéantir complètement ce qui s'y est passé. Je veux dire, par exemple, je sais pas, je te prends en exemple des batailles célèbres, par exemple, qui ont eu lieu dans des espaces particuliers, des champs souvent d'ailleurs. Euh, si c'est pas parce qu'il y a rien ou que... Ah, excuse-moi, je clôture. Excuse-moi. T'inquiète pas. C'est pas parce qu'il y a rien du tout, il y a plus du tout d'habitation, il y a plus rien. Ça veut pas dire que l'événement n'a pas eu lieu. Ça veut pas dire que la mémoire n'existe plus. Par exemple, après, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté et il y a des gens qui m'ont dit voilà, moi j'habite dans une résidence neuve. À la place, c'était un hôpital, par exemple, qui a été rasé. Eh ben, je veux dire, une mémoire d'hôpital, c'est quand même spécial. C'est quand même là des murs qui reçoivent l'espoir de se faire soigner, mais qui reçoivent également des décès, etc. Bref. Et donc, ils ont rasé l'hôpital pour faire une résidence neuve. Mais bon, je veux dire, la mémoire de l'hôpital sera encore présente, c'est évident. Bien sûr. Et t'as eu beaucoup de témoignages comme ça, de gens qui t'ont contacté à la suite de ta sortie de ton livre? Oui, oui, et les gens, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai pas voulu créer de stress, hein, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais, finalement, j'ai réfléchi, je comprends pourquoi je me sens pas trop bien, machin. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que tout a un sens dans la vie. Même si on arrive dans une maison qu'on n'aime pas beaucoup ou c'est passé deux trois trucs, il faut se demander pourquoi. En fait, en conscientisant les choses, en passant ça d'inconscient au conscient, déjà on règle pas mal de problèmes. Mais je veux dire, on n'arrive pas comme ça par hasard dans certains lieux. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Ouais. Mais j'ai pas voulu créer un problème comme ça, des problèmes. Mais les gens, je les ai stressés en fait sans le vouloir. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui étaient... Forcément, mais, ouais. Forcément, ils ont dû se dire, ah, ok, d'accord, là j'établis un lien un petit peu avec ce que je vis ou ce qui s'est passé dans mon couple, dans ma famille, peu importe, ou dans le passé, avec le changement d'habitation. Donc ça, effectivement, c'est difficile de mettre ça en conscience parce que ça veut dire, il va falloir changer des choses. Là, par exemple, mon environnement est une menace en fait, potentiellement, si on fait pas nettoyer tout ça, si on travaille pas dessus. Alors ça, pareil, on va en parler. Mais oui, j'imagine que ça doit faire la petite goutte d'eau là sur le de sueur sur le front là. Je sais pas, oh là là, mon Dieu, t'as plus trop envie de dormir après. bah, le problème de tout ça, en fait, c'est que quelque part, des murs, c'est fait pour protéger. Je veux dire, depuis que la civilisation existe, depuis que le monde est monde, quand on construit des murs, c'est les châteaux forts pour nous protéger des envahisseurs, la maison, bah, c'est cocooning, c'est la famille, etc. On a une image de protection du mur. On n'a pas une image délétère de quelque chose de dangereux ou de menaçant. Mais une maison est rarement menaçante. Faut pas non plus. Mais je veux dire, il peut y avoir des maisons plus ou moins positives par rapport à ce que les gens y ont vécu. Par exemple, moi, j'ai un ami qui a témoigné d'une maison. En fait, il a acheté une maison dans la région parisienne, une maison en pierre Molière avec sa femme. Et à partir du moment où ils ont vécu dans cette maison, le couple, ça a été la catastrophe. Ils ont divorcé. Et à la revente de la maison, le notaire leur a dit ah bah les gens ont vendu parce qu'ils ont divorcé également. Et en fait, sur trois ou quatre couples comme ça. Alors le couple leur avait dit qu'ils avaient été mutés, ce qui était faux, comme quoi en fait la mémoire des murs, ça influence quand même. Hein. Les ventes, ils ont dit non, non, on a été mutés, ce qui était faux. Donc ils ont acheté la maison comme ça. Après, s'il leur avait dit qu'ils divorçaient, peut-être que ça aurait rien changé. Mais il y a eu plusieurs couples qui, dans cette maison, se sont déchirés, vraiment déchirés. Et voilà, je pense qu'il y a des maisons aussi qui sont, qui portent plus au conflit en fait. Voilà. Bien sûr, ouais. Et c'est pas Mais c'est vrai que c'est forcément une marrant hein, que menace. Hein. tu. Peut-être Oui, non, non, peut-être mais que bon, je suis d'accord. ils devaient vivre ça aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils devaient Exactement. peut-être vivre ça. Hein. C'est pas non plus, voilà. Si tu pars de principe que rien n'arrive par hasard, voilà, Non. ça veut pas dire que tu vas vivre toute ta vie et que des cycles négatifs vont se répéter, au contraire, mais effectivement, Oui. c'est bien des fois de faire du sens parce qu'on n'y pense pas et il peut y avoir d'autres explications qui sortent un petit peu de l'ordinaire, en tout cas de notre ordinaire à notre société à nous. Mais en tout cas, je trouve ça assez dingue que ouais, une habitation nous choisisse, hein. C'est fou quand même et que bah, ça se passe dans l'inconscient en fait, au niveau des taux vibratoires de la maison, avec finalement Avec en résonance avec notre propre taux vibratoire.
Absolument, absolument, oui. Et c'est vrai que je pense que les lieux nous choisissent. En fait, moi je pense que si tu veux, tu vois, tu peux pas séparer une date, un événement, tu vois, une date d'un lieu. C'est pas possible. Je veux dire, pour faire sens, quand on parle d'un événement, on pense immédiatement au lieu. Je veux dire, bon, moi je suis historienne, je veux dire, moi j'ai appris à la fac, on s'est tapé des listes de dates et des listes de lieux, je veux dire, en première année, tu vois. Et c'est vrai que tout de suite, 1515, c'est Marignan par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'on a des trucs comme ça, et c'est un temps et un lieu. Les lieux sont vraiment très importants dans le fil rouge de nos vies, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas dans des lieux par hasard, que ces lieux sont parlants, sont signifiants en tout cas. Et il faut, en fait, il faut faire un vrai travail de fond. C'est-à-dire que déjà, il faut prendre les noms, parce que les toponymes sont très importants également. Il faut connaître le nom de sa rue. Si on s'intéresse à la numérologie, quel numéro, voilà, le numéro de sa maison, de son immeuble. euh, le nom, etc. Et tout, en général, tout ça, ça fait sens avec quelque chose qui résonne en nous. Voilà. Hmm, ouais. Ouais, ouais, Alors c'est vrai que faut pas faire peur nécessairement, mais tu dis quand même que ces maisons nous attirent, hein, même dans le négatif, on en a parlé, mais même pour qu'une malédiction ou un pacte puisse être réalisé. Ça, c'est fou quand même, des choses qui remontent à des décennies, voire largement plus. Alors, en fait, oui, parce qu'une malédiction, c'est quelque chose de mauvais qui a été dit. C'est le mal, l'addiction, voilà. C'est quelque chose de mauvais qui a été dit et qui a été en fait balancé comme ça. Euh, alors une malédiction, moi je sais pas, on pense souvent à des malédictions, par exemple la malédiction des Templiers, quand Jacques de Molay s'est fait brûler, bon, il a dit je vous maudis sur plusieurs générations, et en fait, ce qui est dingue, enfin, alors, il a fait tout un truc, mais ce qui est dingue, c'est que ils sont tous morts, tous les gens qui ont été maudits sont tous morts dans l'année. Alors c'est ce qui a donné du poids, en fait, à l'image de la malédiction, à l'histoire de la malédiction. Pour les maisons, alors, c'est vrai qu'il faudrait apprendre, il faudrait savoir si c'est possible de déprogrammer des mémoires. Alors, je sais qu'en épigénétique, sur nous, on peut se déprogrammer. Mm. On peut se déprogrammer, par exemple, de choses bien enquistées en nous, une loyauté familiale qui nous empêche d'évoluer, par exemple. Ça, on peut se déprogrammer de ça. Parce que ça existe, hein, je veux dire ça après, c'est pareil, c'est de la psychologie. Dire que comment ça se passe, est-ce que c'est explicable scientifiquement, je pense pas, mais ça existe en tout cas. Et Mm, mm. enfin, quoi qu'en épigénétique, si, maintenant je dis des conneries, en épigénétique, ils commencent à expliquer ça scientifiquement, puisqu'en fait, les traumas feraient des cicatrices, des marques sur l'ADN. Donc, il faut apprendre Exactement. à se déprogrammer. Bon, ça c'est hyper compliqué, mais je veux dire, bon, après, tout ce qui est transgénérationnel, pendant des années, on ne savait pas trop. Euh, mais je veux dire, au niveau des maisons, en fait, ça pourrait être comparable quelque part. On pourrait, sans le vouloir, bah, traumatiser nos murs. Enfin, voilà, tous nos traumas, tous les gros trucs qui sont passés dans des maisons, quelque part, bah c'est nous, voilà, on rejette ça sur nos murs, sur nos habitations, et c'est comme une extension de notre propre peau, en fait. Nos murs sont une extension de nous-mêmes. Et ça crée des maisons avec. Alors, dire que les maisons ont des consciences, c'est peut-être aller un peu loin, mais en tout cas, des maisons qui donnent le là, qui donnent le ton d'une vie, ça c'est sûr. Euh, Ouais, qui ont une certaine énergie, ouais. voilà, exactement. Ouais. Il y a des maisons du bonheur aussi, par contre, hein, faut pas tout voir en noir. Hein. Ouais, et puis effectivement, je me dis que si j'aime mon travail sur soi-même, peut-être que du coup, on n'attirera pas le même type de maison, le même type d'habitation. Ça me semble logique pour le coup. Alors complètement, moi je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut réfléchir sur bah, les lieux qu'on a habités, les dates, à quoi ça correspond quand on a emménagé. Et je pense que travailler sur soi-même, en effet, peut apporter que des choses positives, parce que je pense que se poser les bonnes questions, oui, ça peut nous faire grandement évoluer. Ouais. Mm.
Et alors, je sais pas si, à quel point c'est comparable, mais tu sais, quand tu dis que les maisons peuvent aussi faire du bien, peuvent aussi soigner, il est vrai, hein. Oui, oui, Et ça me rappelle une histoire, c'était une des meilleures amies de ma mère, qui n'est plus là maintenant, mais qui était allée dans une soirée, et en fait, c'était une vieille maison de mhm, campagne, et il y avait un miroir. Et elle a été hypnotisée tout le long de la soirée par un miroir. Et pour le coup, des semaines après, pendant des semaines, elle se sentait euphorique, elle se sentait bien, elle se sentait un peu guérie. Enfin, il y avait une sorte. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas que la mémoire des lieux, mais il y a aussi la mémoire des objets. Enfin, finalement, l'énergie est partout, bien entendu, on le sait, mais ça peut nous travailler de manière positive ou négative, parce que j'ai aussi entendu des histoires négatives avec des miroirs. Pour le coup, il y a des médiums qui couvrent les miroirs, etc. C'est assez ouais. intéressant quand même, hein, c'est fou. La mémoire des objets, moi, c'est évident que les objets ont une mémoire. Je veux dire, on a tous entendu parler, quand je regardais Mystère il y a quelques années, Bijoux maudits, tout ça, c'est une histoire de mémoire. Bah oui. Et je veux dire, mais tout est énergie, ça c'est sûr. De toute façon, c'est vrai. Après, enfin, il faut se dire que c'est à un point qu'on n'imagine pas en fait. Et moi je pense qu'en effet, si on travaille sur soi, si on essaie de positiver dans notre vie, etc., on attirera, le positif attire le positif de toute façon. On attirera De des toute lieux façon. sereins, plus sereins, etc. Alors, euh, moi, je sais qu'en tout cas, enfin, en ce qui me concerne, pour donner un exemple quand même assez dingue, on vivait avec François dans une maison, alors c'était avant d'avoir Fougeray d'ailleurs, on vivait dans une maison qu'on avait acheté vraiment très peu cher parce que j'ai appris après l'achat qu'il y avait un mec qui s'était pendu. Bon, à l'époque, j'avoue que je me disais, tant pis, de toute façon, voilà. Et donc, bah oui, je veux dire, on l'avait acheté, on n'allait pas, voilà. Donc on a vécu dans cette Moi, je suis maison. en flip total. Ah oui, mais non. Et dans cette maison, je dois dire que rien ne s'est passé correctement. Euh, il y avait une ambiance, je trouvais un peu lourde. Bon, des fois, j'essayais de faire abstraction de ça, mais l'ambiance était lourde. Et dans mes projets, ça se passait pas bien. Enfin, il y avait plein de trucs qui coinçaient, bref. Et j'en ai eu marre. Et mais bon, on avait 20 ans de crédit sur le dos, on était jeunes, on se disait bon, on va la garder la maison, hein. Entre-temps, François achète une petite maison de ferme au milieu de ses terres qui a été vendue aux enchères à la bougie, l'équivalent de 7 000 € avec 3 hectares autour, une maison en pierre super jolie, mais une ruine, hein, vraiment une ruine. Hmm. Et un jour, j'ai dit à François, écoute, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, où on est, on va vendre, on va rembourser le crédit et on va aller dans la petite maison, là on va camper au début, mais c'est pas grave, on va se débrouiller, parce qu'il y avait les mômes quand même. Et voilà, on fait ça. Ben, c'est où je suis actuellement d'ailleurs, donc ça fait 28 ans. Et j'ai une copine qui m'aide à faire mon arbre généalogique et elle a découvert, ça c'est un truc de fou, que du côté de ma mère, en 1772, une ancêtre à moi était née, avait vécu et était morte dans cette maison. C'est un truc de malade. Alors que moi je suis née Ouais. à Paris et que j'avais... Enfin, il a fallu que je rencontre François qui achète cette ferme, puis qui achète cette maison, et que moi je trouve que cette maison était quand même mieux que l'autre. Et il a fallu un espèce de truc de dingue. C'est pour ça que, je veux dire, rien n'est hasard. Et ce lieu m'a vraiment attiré. Alors que franchement, enfin voilà, c'était. Donc Ah, c'est fou. on s'est retrouvé dans cette maison, et j'ai appris que des ancêtres à moi y avaient vécu, etc. Et c'est une maison qui est hyper bienveillante. C'est une maison hyper accueillante. C'est vraiment une super maison, ouais. C'est génial, ouais, c'est assez fou quand même, les coïncidences, les Ah bah synchronicités là, c'est pas là-dessus. une coïncidence, là, Ouais. ouais. Non, exactement. Tu nous expliques que le système nerveux humain serait capable de capter les signaux chimiques que le corps émet par la sueur et les larmes, ce qui Mhm. pourrait d'ailleurs expliquer le fait que certaines personnes qui visitent, je sais pas, des camps de concentration, par exemple, ne se sentent pas bien. Absolument, oui, oui. Alors ça, on constate ça beaucoup en éthologie avec les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de façon olfactive des messages qui se passent au niveau du stress, de la peur, des angoisses. Et c'est exactement pareil pour nous, en fait. C'est-à-dire que selon les émotions, selon ce qu'on ressent, on émet une odeur différente. Alors évidemment, ça c'est le côté animal que l'humain veut absolument cacher, mais même si qu'on se parfume ou pas, hein, on émet quand même des odeurs comme ça qui en fait parlent à notre inconscient.
Donc, Ouais. on peut se transmettre des peurs. La peur, c'est pas uniquement transmis de façon consciente. C'est pas parce que quelqu'un hurle dans une pièce. Bon, on hurle par réflexe, c'est vrai que bon, l'effet miroir aussi. Mais il y a autre chose. La vraie peur, la véritable angoisse, elle peut se transmettre de façon inconsciente par les odeurs du corps, parce que c'est vrai une montée d'adrénaline terrible va créer une sudation spécifique. Ouais. Ouais, c'est incroyable et ça me rappelle aussi, il y avait eu une étude sur des femmes qui prenaient, des hormones, enfin de la pilule, et puis du coup, elles étaient influencées attirées par certaines personnes, mais c'était sous l'influence de cette pilule. Donc tu vois, il y a tellement de choses qui se passent hormonalement, Ah oui. chimiquement, c'est incroyable. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse, ça me faisait penser à ça, mais de toute façon, nous sommes des animaux, qu'on le veuille ou pas. On Oui. n'utilise peut-être pas assez nos sens, mais voilà, il se passe beaucoup de choses, notamment sur le plan inconscient, comme tu dis. Tu vois, si on veut, je sais pas, habiter dans un endroit, quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors déjà, faut connaître l'histoire de l'endroit. C'est indispensable. Alors pas forcément l'histoire, depuis le XIIIe siècle, hein, si c'est une maison neuve, il y a pas de problème, mais je veux dire, enfin il y a pas de problème, on peut pas remonter si loin, mais les derniers occupants, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans cette maison? Simplement les derniers avant-derniers. On n'est pas obligé de remonter à des périodes antédiluviennes. Si c'est une maison neuve qu'on est en train de faire construire, bah, quelle a été l'ambiance du chantier? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Est-ce que les matériaux se sont perdus 10 fois? Est-ce que l'architecte s'est engueulé 15 fois avec les artisans, enfin ce qui s'est passé. Mais c'est tout bête, hein. Moi j'ai eu une dame qui est venue me voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent depuis le livre sur la mémoire des murs, et qui m'a dit, ah, c'est incroyable, on va acheter une maison, j'ai vu la dame, et elle m'a dit, on dort dans la chambre de maman en souvenir d'elle. Et elle me dit: «Oh, je trouve ça glauque, et cetera. On va acheter cette maison, je trouve ça bizarre, il y a une ambiance là-dedans qui est bizarre, et cetera». Et je lui dis: Mais vous, quelles sont ou quelles étaient les relations que vous aviez avec votre mère?» Elle me dit: «Ah non, mais c'est pas moi que ça concerne. En fait, son mari», elle m'expliquait que son mari était littéralement traumatisé, terrorisé à l'idée de perdre sa maman, et qu'il était extrêmement accroché à sa mère. Bah, je dis: Posez-vous pas plus de questions. En fait, cette maison, elle reflète l'angoisse de votre mari, parce qu'en fait, les gens qui habitent encore la maison, qui la vendent, les personnes disent: On dort dans la chambre de maman en souvenir. Je dis: Votre mari, il est encore voilà, avec sa mère, terrorisé de la perdre un jour, ce qui forcément arrivera. Vous allez répéter un schéma. Et je lui ai dit à la dame, je dis: Vraiment, faut conscientiser le truc, parce que ça va pas être facile pour vous, ni pour votre mari d'ailleurs». Donc en fait, voilà, il y a à la fois, on est attiré bizarrement vers des maisons, même si elles sont là pour nous faire vivre des choses pas forcément super agréables, mais il y a toujours un sens, il y a toujours une cause à tout ça. Alors soit c'est une catharsis, hein, soit faut vraiment arrêter. Alors lui, c'était problème avec sa mère, enfin des problèmes, être trop accroché à sa mère. Soit c'est autre chose, mais il y a toujours quelque chose à vivre. Enfin, quelque chose à comprendre, même dans un vécu très difficile. Donc, Mmh. euh, donc voilà. Ouais, 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 c'est clair. Conscientiser déjà, hein, ça fait partie c'est vraiment la clé pour ce travail-là, je pense. Ah oui, parce que la mémoire des murs, c'est pas comme une maison hantée, c'est complètement différent. On peut pas dans une maison hantée, on peut éventuellement communiquer avec les gens qui y sont restés. Une mémoire des murs, on peut pas communiquer avec, donc c'est plus compliqué. Et il y a autre chose aussi. Il faut savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe. Allez, je dirais une famille ou deux avant, hein, c'est pas la peine de remonter non plus. Si on peut, c'est mieux, mais bon, voilà. Ouais. Faut connaître le terrain aussi. Là, faut demander à un géobiologue. Est-ce que le terrain, par exemple, est-ce que vous avez des sources dessous? Est-ce que vous avez des rivières? Est-ce que, à quelle profondeur? Est-ce qu'elles peuvent impacter, selon la profondeur, plus ou moins la vie des gens? Ça peut être très fatigant, hein, de vivre au-dessus d'une rivière. Est-ce que vous êtes sur un croisement de le réseau Curie? Enfin, tout ça. Je pense que la géobiologie est aussi importante que le passé de la maison. Mais en général, c'est lié, hein. Quand il y a des Mmh. événements très forts qui se répètent, en général, c'est qu'en géobiologie, vous êtes sur une faille, vous êtes sur un truc là.
Mais justement, est-ce que tu penses qu'avant d'emménager dans un appartement ou une maison, est-ce que c'est vraiment toujours intéressant de demander l'aide d'un géobiologue? Ou ça dépend? Après, ça dépend si tu es persuadé que, les familles d'avant, n'ont rien vécu de spécial et que tout s'est bien passé, bon, bah, voilà, on y va. Là, je pense que 95 des gens, qui emménagent quelque part, ils se posent pas la question. Enfin, ils se la posent, mais ils font rien et je dirais que c'est presque tant mieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas où ça se passe très bien déjà et puis, bon, bah, faut voir aussi que, heu, enfin, nous, on parle de maisons comme ça avec des fortes mémoires parce que c'est vrai que ce qui nous impacte toujours en tant qu'humains, au niveau de notre conscience, de nos peurs aussi, c'est ce qui se passe vraiment d'extraordinaire, mais dans le côté un peu trash, quoi. Après, tu as quand même beaucoup de maisons qui nous protègent, qui nous accueillent correctement. Bon, il y a aussi des lieux plus ou moins neutres, mais c'est pas. Alors, c'est pareil. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont emménager dans des maisons assez anciennes. Bon, par exemple, moi, je suis dans une maison ancienne où les gens sont morts chez eux. Bah, ici où je suis, tous les gens sont morts chez eux. C'est évident. Enfin, je veux dire, nos arrière-grands-parents mouraient chez eux, etc. Enfin, ils n'allaient pas à l'hôpital. Bon. Et ben, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont morts dans des maisons que la maison, elle est invivable, hein, loin de là. Des gens qui sont morts chez eux, il y en a plein, ils sont morts bah, de leur belle mort, je dirais. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a eu des naissances où je suis, il y a eu des morts. Bon, bah, je dirais que c'est un cycle De la vie, naturel. ouais. Ce qu'il faut pas, c'est vraiment des drames humains. Quand il y a eu des drames humains, là, c'est compliqué de vivre. Après, moi, Non, j'ai mais pas oui. fait venir de géobiologue, mais je connais très bien un sourcier. Il nous a indiqué où est-ce qu'il y avait de l'eau autour, parce que bon, c'est une maison de ferme, donc on a un puits, donc forcément il y a de l'eau. Bon, voilà, après c'est pas parce qu'il y a de l'eau pas loin ou c'est pas parce qu'il y a une partie de la maison où il y a une rivière souterraine qu'elle est invivable. J'appelle tout le monde à nuancer, hein. J'ai pas écrit un livre non plus sur la mémoire des murs pour que tout le monde flippe et que ça soit une psychose de déménager quelque part. Non, non. Et c'est une question de bon sens aussi, hein. C'est-à-dire que si tu emménages dans un appartement, une maison et que, voilà, tu sens qu'il y a des problèmes ou toi tu te sens pas bien, c'est là où effectivement peut-être D'accord. appeler un géobiologue, ça peut être enfin c'est voilà, c'est du bon sens. Alors Bah, que si tu te sens bien, tout va bien, bon, bah, voilà, ta vie continue, il y a des petits dramas parce que ça fait partie des cycles de la vie, mais sans inquiétude. Enfin, tu vois, je pense que c'est par contre le côté, effectivement des sources, là, je trouve ça intéressant. Tu as parlé de du réseau, Curie. C'est quoi exactement ça? Alors le réseau Curie ou les lignes de lait, en fait, c'est tout simplement que, fin 19e, début 20e, sur le globe terrestre, tu as des gens qui se sont aperçus que en fait, le globe terrestre était, comment dire? Bah, tu des sillons comme ça avec des énergies, et c'est vrai que la géobiologie, c'est pas une science, comment dire? C'est pas une science exacte, mais c'est quelque chose qui vraiment se vérifie parce que bah, c'est vrai que par exemple au Moyen Âge, ils construisaient vraiment sur des croisements de réseaux parce que les autels des églises, par exemple, sont toujours construits sur des réseaux extrêmement forts en énergie, trop forts pour y vivre d'ailleurs, hein. Ils faisaient attention quand ils construisaient des maisons ou des châteaux forts à ce que ça soit pas sur des réseaux compliqués. Donc ils connaissaient, je dirais, empiriquement, sans l'avoir théorisé comme ils ont fait fin 19e, cette histoire de réseau, de lignes euh, qui existe en géobiologie. En fait, c'est que la Terre en fait serait euh, bah, divisé comme ça. En fait, ça fait comme des espèces de fuseaux avec des lignes énergétiques. Et quand tu as des lignes qui se croisent, bah, c'est vrai que là, on a vraiment des énergies extrêmement fortes. Et ça prouve aussi que tous les terrains ne sont pas habitables, hein. Et les animaux le savent, hein, puisque dans les fermes, les animaux se mettent dans les champs systématiquement aux mêmes endroits. C'est tout simplement parce que eux, ils ressentent terriblement ces histoires de réseau. Euh, donc, quelqu'un C'est des qui... méridiens, en fait, c'est comme des méridiens de la planète. Exactement, exactement, tout à fait. Et donc, en fait, c'est juste des histoires d'énergie qui sont utilisées depuis la nuit des temps, mais qui ont été théorisées beaucoup plus tard. Alors, c'est vrai que c'est pas une science exacte parce que
bah, on a du mal à calculer vraiment, ce qu'eux calculent en unités bovises avec un pendule ou des baguettes de coudrier, c'est vrai qu'un scientifique se moque, OK. Sauf que moi, un jour, j'étais à Ussel en Corrèze, j'avais un problème avec le réseau d'eau, il y avait des fuites dans le réseau et la mairie a fait intervenir un sourcier qui, avec une baguette de coudrier, a trouvé exactement l'emplacement de la fuite d'eau. Donc je veux dire, voilà, on sait empiriquement que ça marche, même si on peut pas l'expliquer scientifiquement. Bah, c'est vrai que moi, pareil, je viens de la campagne, les sourciers, c'était assez connu. Alors, il y a forcément des sourciers qui étaient un peu considérés comme des rigolos et des petits foldingues, mais il y en avait qui étaient vraiment, bah, voilà, je pense respectés et qui étaient appelés régulièrement. Donc effectivement, Oui, le tout à problème, c'est que fait. c'est empirique, donc tu sais jamais sur qui tu tombes, Mmh. voilà. Mais c'est À comme il y la a camp des bons médiums et Ouais. des moins bons médiums, voilà. Tout à fait, mais à la campagne, ça se sait vite ça. Parce que, Ouais, bah, oui, ça se sait vite, alors aujourd'hui, malheureusement, creuser des puits, ça se fait plus trop ou alors c'est pour arroser. Bon, moi, je suis contre l'irrigation des champs, mais parce que bref, ça, c'est autre chose, mais le truc, c'est que dans le temps, ils demandaient, où était l'eau pour avoir des puits pour les animaux et cetera, mais je veux dire, aujourd'hui, on demande plus ça malheureusement. Quand on veut irriguer, c'est pour irriguer 500 hectares et polluer tout. Mais je veux dire, dans le temps, c'était fait pour les animaux, trouver l'eau. Alors moi, dans la Vienne où j'habite, de l'eau, il y en a. Il y a des régions où il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Où l'eau est très précieuse, bah, c'est dans le sud de la France. Ça rigolait pas. bien sûr. Quand les sourciers disaient qu'il y avait une source là, c'était quelque chose de précieux. Beaucoup de Ouais, petites maisons sont construites pas loin, les villages, etc. Ça a motivé la construction aussi, l'eau. Donc c'est ouais. vrai qu'on, voilà, c'est pas forcément quelque chose de nocif. Par contre, quand dans des maisons, on a des rivières souterraines qui sont pas très creuses et qui passent par exemple à 7-8 mètres des maisons, ça pose des problèmes, hein, vraiment. Là, par contre, ça pose des problèmes. Mais justement, là, ça me faisait penser, il me semble que, peut-être tu parlais des églises et comme quoi il y avait trop d'énergie. Mm. Il me semble qu'en Angleterre, il y a des églises, tu sais, maintenant qui sont habitables. Des gens, Oui. on en fait leur maison. Et ça, tu en penses quoi? Alors moi j'en pense que c'est très compliqué de ce genre de changement de destination. Parce que, une église en fait, elle est construite déjà avec une intention. Elle a servi, de lieu de prière avec des intentions, des gens qui suppliaient, pour avoir ça ou ça, des supplications de guérison, des trucs plus ou moins graves. Et c'est vrai que les autels, hein, où on mettait, bah, l'autel, oui, la nef, et cetera, souvent, sont construites sur des croisements ou des lieux extrêmement énergétiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de phénomènes de lévitation d'hosties, je sais pas si tu en as entendu parler. C'est arrivé plusieurs fois, bah écoute, c'est arrivé plusieurs fois, moi ça m'épate d'ailleurs ça. Tu regarderas des lévitations d'hosties, des choses, parce que l'énergie est super forte. Et à vivre, il faut pas faire une chambre dans ces lieux-là. Si par exemple les gens veulent absolument vivre dans une chapelle désaffectée, les chambres, faut les faire complètement à l'opposé. Enfin, faut pas les faire à cet endroit-là. Cet endroit-là, faut le laisser. C'est un endroit de passage, mais faut pas en faire un endroit où on va stagner, où on va dormir surtout. Bah, d'abord parce qu'on va mal dormir, et puis parce que ça peut créer des pathologies. Ça, c'est une Trop certitude. d'énergie, quoi. Ouais. Mais oui, trop c'est trop, pas assez c'est pas assez, hein. Quand les En unité bovise, quand les vibrations sont extrêmement basses, on dit que c'est pathogène, mais quand c'est trop élevé, c'est pareil. Tout est une question Ouais. d'équilibre, hein, de toute façon. La suite dans 2 semaines.